On se retrouve pour la suite de cette émission spéciale, un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Merci d'être resté avec nous. Après le documentaire Place au débat, donc avec nos invités sur ce plateau et en extérieur, nous allons revenir sur les temps forts de ce mouvement qui a parfois viré à la violence à Bordeaux. Un an après, quel regard porter sur les manifestations ? Le mouvement a-t-il vraiment changé quelque chose dans notre quotidien aujourd'hui ? Et quels sont les grands enseignements à tirer ? On va en parler ensemble. Je vous présente nos invités autour de cette table et en extérieur. Johan Letellier, vous êtes gilet jaune depuis Angoulême, figure entre guillemets du mouvement en Charente. Sur ce plateau, Franck Tiberghien, gilet jaune, mobilisé notamment sur la côte basque. Dominique David, député de Gironde, de La République En Marche, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Le sociologue François Dubé, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux notamment. Éric Maroc, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale. Depuis Limoges, Michel Baraka, présidente de l'Institut régional CGT d'Histoire sociale, une association qui fait vivre et transmet la mémoire du syndicat. Enfin, Christian Baulme, président de l'Association des commerçants bordelais, la Ronde des quartiers. Merci à toutes et à tous d'être présents. Une réaction tout d'abord de Johan Letellier à Angoulême. Dans le documentaire, on sent à la fois de la colère, de la souffrance, mais on va dire beaucoup de désillusion aujourd'hui sur la situation du mouvement. Est-ce votre sentiment ? Alors, je ne vais pas parler de désillusion, je veux juste parler qu'il y a aujourd'hui une répression, on parle beaucoup de répression policière, mais aussi judiciaire, et ça a été mon cas, qui à un moment donné fait un peu peur, et ce qui entraîne un petit peu aussi cet effacement de certains gilets jaunes, mais en aucun cas ça les rend... ça les rend moins déterminés. Ils sont tous autant déterminés que... En tout cas, on les voit moins dans la rue aujourd'hui. Est-ce que ça, pour vous, c'est dur à vivre en tant que personne qui s'est engagée ? Vous avez été condamné notamment par la justice pour avoir mis le feu à un radar automatique sur la Nationale 10. Est-ce que cette situation vous peine aujourd'hui ? Alors, ce qui me peine peut-être le plus, finalement, elle n'est pas envers les Gilets jaunes. Ce qui me peine le plus, c'est que cette répression judiciaire et cette violence policière, augmente d'acte en acte. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain à travers les médias indépendants qui font un travail remarquable. Il y a une information qui est remontée jusqu'à présent sur les dernières manifestations de Gilets jaunes depuis la rentrée, en tout cas. Alors, effectivement, ici à Angoulême, en ce qui concerne les violences policières, on n'a pas trop eu affaire à ce type d'acte, on va dire. La répression judiciaire en est tout autre. Et il est vrai que moins il y a de personnes mobilisées sur le terrain, moins il y a de répression judiciaire, ce qui fait que, sans doute, aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, en tout cas de ces deux violences-là. Mais... oui, allez-y, très vite. Oui. Mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que les Gilets jaunes sont encore dehors, et ça, c'est plutôt réjouissant, et ici, mais partout ailleurs. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va d'abord revenir sur ces un an de mobilisation. Quel regard porter un an après les premières mobilisations ? Commençons avec vous, François Dubé. Est-ce que faut-il voir dans l'occupation des ronds-points à l'époque, on va dire celle de ces Français qui se disaient invisibles et qui du coup se montrent. C'était ça la symbolique des ronds-points ? Oui, on peut ça, c'est très compliqué de porter un jugement, mais si j'étais gilet jaune, ce qui est loin d'être le cas, je serais plutôt optimiste d'une certaine manière, parce qu'après tout, un mouvement qui dure pendant quasiment 9 mois, tous les samedis, dont la mobilisation ne se relâche pas, ça n'arrive pas tous les jours. Bon, quand même, c'est pas rien. D'autre part, on peut comprendre la déception, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé politiquement non plus, puisqu'il y a eu des inflexions de politique économique, il y a un renoncement... par exemple, sur les problèmes de dette, qui n'est pas rien. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même un succès de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Alors, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué, c'est que logiquement, traditionnellement, les mouvements sociaux agrègent des colères
d'individus. Et là, les colères étaient très hétérogènes. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire un petit commerçant ici, un retraité là, une femme seule avec ses enfants ici, un habitant du Médoc qui trouve que Bordeaux est trop loin. Enfin bon, je veux dire, c'est extrêmement hétérogène. Et évidemment, la grande difficulté, ça a été de produire une parole collective, une revendication collective, et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Alors, Franck Tiberghien, justement. Mais c'est un événement historique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement nouveau, inédit dans les Gilets jaunes. Et je voudrais terminer sur un point, ce qui est aussi très, très impressionnant, et qui n'est pas un phénomène uniquement français, c'est que nous avions, au fond, un modèle de fonctionnement social qui fait que les colères des agriculteurs, des ouvriers, des enseignants, étaient prises en charge par des mouvements sociaux, par des syndicats, que tout ça se faisait dans les manifestations, puis qu'à la fin, on négociait. Voilà. Or là, tous ces mouvements-là semblent avoir explosé en vol, de la même manière que les partis traditionnels ont un peu explosé en vol, ce qui fait qu'on est dans une situation qui... Pour un sociologue, est intéressante à étudier. Est intéressante. Bon. On va continuer le débat après. Je voudrais poser une question à Franck Tiberghien d'abord. Qu'est-ce qui vous a fait concrètement aller sur un rond-point il y a un an ? Parce qu'on dit qu'il y a finalement presque autant d'idées à défendre que de gilets jaunes. Mais qu'est-ce qui vous a fait aller sur un rond-point ? Ce qui m'a fait aller sur un rond-point, c'est au début, vraiment, je me suis rendu là-bas sans savoir ce qui se passait, tout en comprenant qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Et je me suis rendu sur le rond-point le 17 novembre, donc à Bayonne. Et là, la foule présente m'a montré que quelque chose se passait. Mais vous, personnellement, vous aviez un ressenti particulier pour aller vous mobiliser ? Ou ça a été un effet de masse ? Non, j'avais un ressenti parce que effectivement, les appels sur les réseaux qui nous avaient annoncé que le 17, par rapport aux augmentations de carburant, etc., il y avait un appel national. Ça s'est rajouté à un ras-le-bol de la société qu'on nous prépare, du mode de vie qu'on nous propose, qui peut pas nous... Ouais. Bon, Dominique David, clairement, à l'époque, le gouvernement n'a rien vu venir. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Franck Tiberghien ? On n'a pas su gérer la situation ? D'abord, je voudrais parler de ce reportage qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé extrêmement sensible. Sur les femmes donc, engagées dans le mouvement des Gilets jaunes. Qui parlait des Gilets jaunes, mais qui parlait surtout des maux qui traversent notre société. Donc le fait de ne pas arriver à vivre correctement de son travail, l'isolement, la place de la femme dans notre société, etc. Et tout ça, je trouve que c'était extrêmement bien exprimé. Mais clairement, Emmanuel Macron est dans le viseur de tous les Gilets jaunes. Oui, mais... En fait, ce que je voulais vous dire, moi, je n'étais pas en politique avant de m'engager derrière Emmanuel Macron. Et lorsque ce mouvement a démarré en novembre dernier, on était en plein marathon budgétaire. Je suis aux finances, donc je passais des nuits blanches dans l'hémicycle. Et il y a eu une sorte de phénomène de sidération, en fait, qui s'est emparé de nous, députés. Parce qu'en fait, on avait quand même l'impression, d'abord de s'engager, de s'être engagé politiquement pour changer ces choses-là, pour que le travail, effectivement, soit plus rémunérateur, et il y avait pour un que effet les femmes trouvent leur place dans la société, etc. Et là, finalement, on s'est retrouvés, on a pris dans la figure l'idée que ce sur quoi on travaillait sans relâche depuis un an n'avait d'abord pas encore porté ses fruits et que était très certainement très insuffisant par rapport aux attentes qui n'étaient pas récentes. Parce que ces attentes-là, on les avait identifiées. C'est même là-dessus qu'on a construit une grande partie de notre programme. Mais on a pris quand même dans la figure, c'est vrai, ce phénomène dont on sentait qu'il était présent, mais qui s'est exprimé, alors pas de façon violente, parce qu'au départ, sur les ronds-points, c'était pas violent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pas une seconde... moi, personnellement, je vais parler pour moi. Pas une seconde, je n'ai trouvé ces revendications
illégitime. Alors Franck Tiberienne, quand vous entendez ce discours aujourd'hui, 1 an après, quel jugement vous portez ? Est-ce que c'est audible pour vous ou pas ? Et moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que, et que ça c'est le point le plus important, et vous l'avez dit, je crois que la quasi-totalité, si ce n'est la majorité totale des Gilets jaunes reproche quelque chose à M. Macron, à son gouvernement. Tout ne vient pas de lui, mais aujourd'hui, c'est un fait, c'est une cible. C'est une véritable cible. Comme parce toujours que les présidents de la nous, ce qu'on République. constate, c'est que, et vous l'avez dit dans vos premières phrases, la politique de M. Macron et de son gouvernement, il n'est basé que sur une chose, sur l'économie et la finance. Non, mais je crois c'est une vision. Donc, pardonnez-moi. Non, mais attendez, laissez-moi. Donc, c'est une vision. Je prends l'exemple tout simple. Aujourd'hui, on sait que M. Macron est en Chine aujourd'hui. M. Macron est en Chine pour essayer de tirer des contrats. Alors, on ne peut pas, même en tant que gilet jaune, mais on ne peut pas, en tant que gilet jaune, dire mais non, l'économie, etc., tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que M. Macron, il est partout où il y a de la finance, où il y a... Il était quand même dans les grands débats face aux citoyens. Moi, je l'ai vu à l'œuvre à plusieurs reprises. J'étais très frappée, d'ailleurs, de la très, très grande proximité qu'il avait et que les citoyens avaient avec lui. La façon dont il était interpellé, vous voyez, je me suis dit à ces moments-là, il se passe quelque chose d'assez historique qu'un président de la République soit en si grande proximité à un moment. Il y a quelque chose qui clairement, il y a un message qui passe pas. Dans la démocratie. Manifestement, entre les uns et les autres, c'est même un an après. Il a été à Rouen. Monsieur Macron, il a été à Rouen l'autre jour. C'est pas seulement spécifique à Rouen. Monsieur Macron, quand il va quelque part, les gens qu'il interviewe, les gens qui sont autour de lui, c'est des gens qui sont de la République En Marche. C'est des gens qui sont des... Bon, alors là, on s'éloigne un petit peu du débat sur les Gilets jaunes. En même, je voudrais poser une question... Voilà. Pardon, je voudrais poser une question à Michel Baraka à Limoges. Les syndicats, la CGT entre autres, n'ont pas non plus pris l'ampleur du phénomène et ont très vite perdu la main, on va dire, sur le mouvement. Comment vous l'expliquez de façon simple ? Alors, tout d'abord, les syndicats n'ont pas cherché à prendre la main sur le mouvement. À une époque, si on a vu certains CGTistes se mettre un petit peu dans le mouvement, tenter en tout cas. Oui, tenter. Non, c'est pas en ce sens-là qu'il faut prendre des choses. Je pense que il faut resituer le contexte, les choses dans leur contexte. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui explose à un moment, dans un contexte de très grande violence sociale. Alors, elle n'est peut-être pas exprimée directement, mais elle est larvée. C'est le moment où les syndicats ont été mis en échec sur les retraites. C'est le moment où il y a eu la mise en place de la loi travail. C'est le moment où il y a eu les luttes des cheminots et où là, on voit aujourd'hui les conséquences. Donc, ce mouvement des Gilets jaunes, il arrive un petit peu, je vais dire, à contresens par rapport aux luttes que mènent et qui se menaient dans les entreprises. C'est aussi un mouvement qui agrège, comme ça a été dit, un certain nombre de personnes qui expriment un mécontentement profond. Je rejoins ce qui a été dit sur les luttes de ces femmes de Poitiers, oui, qui expriment justement le rejet de cette dictature de la finance. Parce que quand on dit que M. Macron, il est proche des gens, je regrette infiniment, c'est le professeur qui donne des leçons, mais c'est pas la personne qui écoute ce qui se dit. C'est pas la personne qui traduit ce qui se dit. Non, mais bon, oui, mais je trouverais assez regrettable si vous voulez, si Finissez, on regarde un petit peu historiquement, après, si on regarde historiquement tout mouvement social, et se crée à partir d'un mécontentement profond, qui parfois est très diffus. Mais que les syndicats n'ont Monsieur pas Macron, vu venir. Il a été élu sur une ambiguïté de changement. Et les premiers gestes et les premières mesures prises par M. Macron ont été à l'inverse de cet affichage. Et vous pensez que c'est ça qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes ?
En partie, oui, parce qu'il y a eu un silence et une surdité profonde vis-à-vis du mécontentement. Il y a un choix de société qui n'est pas celui que veulent les Gilets jaunes, comme ce n'est pas celui que veulent les salariés dans ce pays, où toute la partie du salariat qui est de plus en plus marginalisée, ubérisée. Ce qui fait que, effectivement, les syndicats qui se sont construits et qui se sont structurés dans le cadre et le contexte de la révolution industrielle sont forcément un petit peu à contresens par rapport au salariat éclaté d'aujourd'hui. Dominique Davy, votre réponse, et ensuite on parlera du cas spécifique de Bordeaux avec les dérapages. D'abord, je trouverais vraiment regrettable que l'axe de cet échange soit concentré sur pour ou contre Macron. Je pense que c'est vrai qu'il a été dans le viseur pendant quelques semaines de manifestations. De toute façon, il y a toujours une espèce d'incarnation. Attendez, Madame Baraka, attendez, on laisse répondre. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille qu'on parle du fond. Ce phénomène des Gilets jaunes, on le sait, il était, tout le monde l'a dit, il était là depuis longtemps. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on accélère les mesures sociales et on l'a fait. Et on l'a fait puisque je rappelle que on a, avec les mesures d'urgence en fin 2018, rendu 17 milliards d'euros aux Français sous la forme de la prime d'activité, etc. Et que ça continue. C'est un phénomène. Alors ça, on va en parler dans la seconde partie ensemble sur l'héritage, entre guillemets, du mouvement. Je voudrais qu'on parle de Bordeaux, parce qu'en quelques semaines, les manifestations vont vite déraper. Il y aura l'incendie du péage de Virsac en Gironde, des mois de blocage les samedis à Bordeaux, qui est devenue une ville symbole pour les Gilets jaunes, qui représente un petit peu le succès des grandes villes face à l'échec, entre guillemets, dans les campagnes. Éric Maroc, les méthodes de maintien de l'ordre ont été maintes fois décriées par les manifestants notamment. Aurait-il fallu interdire les manifs, vous le policier? Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question. Au vu de ce qui s'est passé, avec un an de recul. Avec un an de recul, je pense qu'il aurait fallu obliger les Gilets jaunes à déclarer leur manifestation. Le principal problème du maintien de l'ordre à Bordeaux et partout en France sur ce phénomène-là, phénomène inédit, puisque des milliers de personnes se regroupaient, alors plus ou moins en groupe, plus ou moins par affinité, pour faire des grands rassemblements. Et au fil des idées ou des envies du jour, ils se déplaçaient dans la ville, à Bordeaux en tout cas. On a vu Virsac à l'instant, le péage qui était incendié, et donc sur Bordeaux aussi. Oui. Sur Bordeaux, et donc on a vu que ça a entraîné des phénomènes non maîtrisés par les Gilets jaunes. C'est l'apport de gens qui sont venus dans ces manifestations, profitant de la clameur publique pour venir causer des dégradations et enquiquiner les Bordelais et les policiers. Christian Baulme, comment les commerçants à l'époque ont-ils vécu cette situation de blocage systématique les samedis pendant plus de 6 mois? Pour commencer, d'abord sur le débat idéologique, on ne peut pas dire qu'on a contesté les thèmes qui étaient annoncés par les Gilets jaunes. Bien sûr, comme tous les Français, on partageait un certain nombre de sujets, un certain nombre d'inquiétudes. Néanmoins, nous sommes dans un état de droit. Donc il y a des règles, on dépose les manifestations, elles ont un parcours qui est fléché, qui est organisé, de manière à éviter les débordements de violence. Alors, face à la liberté que réclament les Gilets jaunes de manifester, nous, on oppose la liberté de commercer, de travailler le samedi comme un jour normal. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de s'exprimer et d'exprimer collectivement des soucis, des peines, des besoins, qu'on a le droit d'empêcher des milliers de personnes de travailler. Parce que ce sont des milliers de personnes qui sont concernées. Oui, je suis artisan commerçant. Oui. Donc vous êtes le marteau et l'enclume quoi, en même temps. Je suis pas le marteau l'enclume. Je comprends ce que vous pouvez dire, mais après tout dépend son positionnement. Moi, je suis commerçant. Je pourrais dire aussi mais bon, moi il faut que je travaille, je peux pas. Les gens ils viennent là, ils nous empêchent de travailler. Non, il y a une prise de position à avoir. Et puis je voudrais juste revenir aussi sur une chose, c'est que et ça c'est très très important. On a commencé ici là avec le monsieur de la police à parler effectivement des dégradations. C'est un fait.
les feux, les machins, tout ce qu'il y a eu, les choses dégradées, les incendies. Mais il y a aussi des blessés la casse, de part et etc. d'autre. Mais il ne faut surtout pas oublier une chose. Et ça, encore une fois, c'est un message qui est peut-être spécifique aux Gilets jaunes, on dirait, bien que les Gilets jaunes ne sont que des citoyens, rien de plus. Ce sont des citoyens qui ont mis un gilet. Ce que je veux dire, c'est que les Gilets jaunes, ils sont très attachés à une chose très importante, c'est qu'un être humain, une personne, un citoyen, est bien plus important que une barrière de péage. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, on peut faire... Vous légitimez un peu la violence. Comment ? Vous légitimez un peu la violence. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Je dis pas que je légitime. Je veux dire que il y a un sujet qui devrait être pris plus en considération et même un sujet primordial. Les manifestants, ils viennent revendiquer un mécontentement, mais bon, Éric Maroc, combien de blessés, combien d'éborgnés. Est-ce que les méthodes de maintien de l'ordre à l'époque ont été cohérentes ? Je voudrais d'abord répondre à monsieur. Oui, on vient mais c'est une réponse. On vient manifester, on vient porter des messages, on vient porter des choses fortes dans la rue quand on est encadré. Quand on est encadré et quand on respecte l'état de droit. Aujourd'hui, vous me demandez si le maintien de l'ordre a été obligé de changer. Oui, il a été obligé de changer. Parce qu'il a fallu faire face à la désorganisation qu'on avait en face. Nous, on est une structure maintien de l'ordre, c'est pour maintenir l'ordre, garantir les institutions, garantir les bâtiments, garantir nos amis les commerçants, de pouvoir travailler face à des groupes isolés, infestés par des mouvements politisés et radicalisés. Ça a été très compliqué. Et donc, forcément, je suis désolé, monsieur, c'est la vérité. On ne vient pas manifester en jetant des boulons, des boules de pétanque, de l'acide, mettre le feu, casser des magasins. Je suis désolé, c'est pas de la manifestation. Ça, c'est de la dégradation. Et là, on est dans l'état de droit et je suis policier. Désolé de m'opposer à vous, mais on est là aussi, nous, comme des êtres humains, monsieur. Derrière les casques et les boucliers, il y a des hommes et des femmes. Ah, mais Yoann Letellier, à Angoulême. Attendez, on va laisser la parole à Yoann Letellier qui est à Angoulême. Cette situation, vous la dénoncez aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a un an à Bordeaux, ces violences ? Alors, mais complètement. Et puis on la voit d'acte en acte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur quelque chose et ça va répondre un petit peu au monsieur de la police. Je ne me rappelle plus du prénom et je m'en excuse. On a parlé juste avant, avec la personne de Limoges, qu'il y avait eu des interventions, notamment des syndicats, avec la retraite, etc. Moi, je n'ai entendu que des échecs, Elle a cité 3 exemples, que des échecs. La retraite, on est en plein dedans. La SNCF, on est en plein dedans, etc. etc. J'ai entendu un début d'aveu, finalement, que la République En Marche n'avait pas pris en considération, dès le départ, aussi l'importance de ce mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, voilà. Et on en vient au résultat que, aujourd'hui, les Gilets jaunes sont créés comme ça. Sont créés des échecs d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, mais aussi des échecs des syndicats. Et je ne veux absolument pas crier sur tous les toits que les syndicats, il faut s'en débarrasser. Bien au contraire, on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Mais aujourd'hui, on doit... justement travailler sur ces échecs-là et trouver une autre méthode. Et notre nouvelle méthode tout à l'heure pour voir comment le débat justement... peut évoluer. Comment aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, on va en parler tout à l'heure ensemble. Je voudrais d'abord poser une question à François Dubé. Comment expliquer ce déferlement de violence à Bordeaux et ailleurs en France en termes de sociologie, on va dire ? Écoutez, moi je dois dire des choses quand même un peu simples. Les mouvements sociaux, ça a toujours existé, c'est bien que ça existe. Les gens sont en colère, ils sont maltraités, ils sont exploités, ils se sentent méprisés, c'est comme ça. Et c'est bien qu'ils le manifestent. Le problème, c'est que nous avons vécu pendant une longue période dans un système, on va dire institutionnel, syndical, politique, qui fait que ces colères-là étaient prises en charge par des militants, des organisations, et qu'elles se transformaient. Moi, je me souviens des manifs de la CGT. Quand elles étaient encadrées par le service d'ordre de la CGT, il n'y avait pas intérêt
à déborder d'aucune manière. Bon, donc c'était ça. Les paysans avaient leur truc, les artisans avaient le leur, les profs avaient le leur, les étudiants avaient le leur. Bon, ce système se défait. Ce système s'est défait. Alors il se défait, je peux pas faire un cours de sociologie, ça serait très ennuyeux, mais il s'est défait parce que la société industrielle d'avant, comme l'a dit la dame Michel Baraka, c'est voilà, ça, oui. de la CGT, cette société est complètement transformée, ça se décompose. Et donc, vous avez dans la même manif des gens qui sont pour l'écologie, d'autres qui cassent les radars parce qu'ils veulent rouler vite, des gens qui veulent plus d'écologie et des gens qui veulent plus de diesel. Je ne le reproche pas, je veux dire, c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas devenu comme ça qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui se passe au Chili aujourd'hui, et moi je me sens très chilien, et voilà, c'est pareil, vous avez une colère parce qu'il n'y a plus, les syndicats, les partis font plus le job. Voilà. Ils font plus le job, et ça se passe, c'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui se passe, le Brexit, c'est une autre manière, c'est la manière anglaise de dire gilet jaune, au fond. On n'est pas content, on vote contre l'Europe, et puis on verra bien, mais on voit évidemment. Donc, on est dans cette situation. Donc, je crois que si vous avez plus que des colères légitimes, je veux bien qu'elles soient légitimes, et en face un État, l'État de droit, ben, ça se règle par, pardonnez-moi, ça se règle par la violence, par les flics, parce qu'il n'y a plus d'espace de négociation, de discussion, de refroidissement. Je veux donner un exemple. Un dernier, oui. Non, après, on puisse commencer la seconde partie de cette émission sur l'après. Si il y a 30 ans, vous vouliez faire un mouvement social avec vos amis en colère, il fallait trouver une salle, il fallait fabriquer des tracts, il fallait trouver des militants. Et donc, la colère se refroidissait, elle prenait une forme. Aujourd'hui, je pète un câble sur Internet, et c'est parti. Et vos petits camarades des chaînes de télé d'info continue fabriquent caisse de résonance sur la colère et en rajoutent une couche. Donc on est dans une situation qui ça ne met nullement en cause la légitimité des colères et des manifestations. Mais ça pose un problème quand même fondamental, c'est que tout ça, ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir parce que vous avez des tendances extrêmement autoritaires. Je suis un peu lent, pardonnez-moi, mais on pouvait imaginer, par exemple, que les partis d'opposition, notamment le Rassemblement national et la France insoumise, récupèrent. Même eux, qui en ont fait des tonnes dans la démagogie, quand même. Bon. N'ont rien récupéré du tout. N'ont rien récupéré du tout. Alors justement, je voudrais rappeler qu'une société, c'est des conflits qui se négocient. Et quand les conflits sont plus négociables, alors la haine du président, ça fait du bien. Mais ça changera rien. Donc, nous sommes dans une situation qui est celle-ci, et je voudrais dire simplement qu'elle se retrouve partout. C'est pas. Alors en France, ça s'appelle gilet jaune, mais ça peut s'appeler d'une autre manière ailleurs, en Italie, ça peut s'appeler d'une autre manière ailleurs. Alors justement, et ça termine avec généralement des leaders politiques pas franchement démocrates. Voilà. Dans la seconde partie de cette émission Jaune de colère, un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, on va s'intéresser à un an après, voilà, qu'est-ce qui a changé dans notre société, dans notre quotidien. Je voudrais d'abord faire réagir Michel Baraka à Angoulême. On sait que les Gilets jaunes ont toujours revendiqué, à Limoges, toujours revendiqué le fait de ne pas choisir de représentants. Est-ce que c'était une erreur au vu de votre expérience syndicale ? Alors, je ne dirais pas si c'est une erreur ou pas. Je pense que les Gilets jaunes, tout mouvement social se crée à partir d'expériences. Et j'ai un peu envie de dire mon ressenti en tant qu'historienne, le sentiment qu'on est un petit peu à la préhistoire du syndicalisme, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où la société se délite, où les souffrances sont de plus en plus importantes, où on a le sentiment de ne pas avoir d'interlocuteur, et on essaye de recréer un mouvement c'est dans ces conditions-là que le mouvement syndical s'est structuré. Parce qu'on a parlé de violence sociale, mais quand la CGT s'est créée en 1895 à Limoges, elle s'est créée sur un conflit important, celui des corsetières, un conflit de 3 mois pour la dignité au travail. Quand il y a eu les luttes des porcelainières, ça s'est traduit par un mort
devant la prison de Limoges. Donc ces violences, elles peuvent être inhérentes au mouvement social à partir du moment où il y a surdité, refus d'entendre la douleur, d'entendre le mal-être et le mal vécu. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Mais le mal-être et le mal vécu, il prend d'autres formes. Il est plus diffus. Parfois, il est ressenti de façon induite. Mais il peut aussi être ressenti de façon extrêmement violente. Dominique David, sur ce plateau, il y a toujours un sentiment. Cette situation-là. Il y a toujours un sentiment de déclin de la classe moyenne. Michel Baraka, je laisse répondre Dominique David sur ce sentiment de déclin de la classe moyenne. Laissez Dominique David répondre. Je ne parlerai pas de déclin de la classe moyenne. Alors, mais je pose la question à Dominique David. Les fondamentaux. Michel Baraka, s'il vous plaît. Le rapport Michel Baraka, vous m'entendez ? capital-travail. Et je ne m'adresserai pas à M. Macron. M. Macron, s'il est visé, c'est parce qu'il est le représentant d'une politique qui est celle du capital. Je vais reprendre ce que dit M. Morin dans sa petite intervention. On a un représentant sur ce plateau de La République En Marche qui est Dominique David. Donc je vais lui poser la question. Non, Michel Baraka. Non, je pose d'abord la question à Dominique David. Est-ce que ce sentiment de déclin de la classe moyenne, aujourd'hui, il est réel, que ce soit, on l'entend dans la bouche de Michel Baraka, on l'entend dans la bouche des Gilets jaunes qui sont ici aujourd'hui. Il y a un réel sentiment de déclin de la classe moyenne. Mais absolument, et pas que. Absolument, et on en a pris la mesure, et le président de la République l'a dit très, très récemment. Enfin, c'est vrai que la classe moyenne a payé le prix fort du système capitaliste, et que c'est à l'État, effectivement, de rééquilibrer. Mais je pense que on est en train de le faire. Il y a eu aujourd'hui une augmentation du pouvoir d'achat qui est absolument inédite. Alors, on peut trouver que c'est pas suffisant. Il n'empêche que c'est une augmentation du pouvoir d'achat qui n'a pas été constatée depuis au moins 20 ans. Donc, aussi bien par la prime d'activité, donc l'encouragement à travailler et avec du travail qui paye davantage, la baisse des impôts qui est quand même majeure. Je vous rappelle qu'on va baisser les impôts, notamment sur les 2 premières tranches de 10 milliards d'euros cette année. Ça aussi, c'est absolument inédit. Alors, on peut estimer que ce sont des miettes, mais il n'empêche que quand on regarde ces chiffres-là, on se rend compte que c'est absolument inédit. Bon, Francky Berguen. Si je peux me permettre, parce que il s'agit juste de redonner du pouvoir d'achat aux Français, je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question. Donc on continue dans le programme de relance économique, effectivement, qui était le nôtre, pour lutter contre le chômage. Donc effectivement, les mesures économiques qu'on a... Moi, je voudrais savoir, par exemple, si Francky Berguen, concrètement aujourd'hui, après un an d'engagement auprès des Gilets jaunes, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Est-ce que vous gagnez plus votre vie, mieux qu'avant rentrer dans le mouvement ? Rien du tout. Bah oui, mais... Après, voilà. Rien. Non, mais rien. Après, c'est parole non, mais contre le problème, parole. c'est que le pouvoir d'achat, c'est une question de perception. On peut quand même dire qu'il y a des indicateurs économiques, il y a des observateurs économiques. C'est vrai qu'au niveau des indicateurs économiques, ils sont très bons. Voilà. Après, effectivement, quand on entend la voix... pas la même... non, mais rien du tout. Ça c'est un package qui a été fait par Macron avec... on nous rabâche... ce versement-là des 7 milliards, l'argent, il n'est pas pris là où il est. Parce que les 17 milliards, on sait très bien que les petites miettes qui sont données, le problème... les entreprises ont quand même versé des primes, il y a eu des avancées sociales quand même avec le mouvement des Gilets jaunes. Les entreprises, on peut parler du CSE, c'est un sujet qui n'est pas abordé. De toute façon, nous, on est conscients et on le voit dans les petites mesurettes qui sont prises, c'est que le problème, c'est que ce qui est fait par ce gouvernement-là, c'est des petites miettes qui nous ont versées et des économies sur nous aussi. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais je le dis, ça parce que l'argent, c'est pas l'économie. Quand on rend 20 milliards d'euros sous la forme de réduction d'impôts et de primes d'activité aux Français, on ne le prend pas sur vous-même.
Donc on le prend sur le travail, on le finance avec le travail, on le finance avec la baisse du chômage, parce que la baisse du chômage, c'est plus d'activité économique, donc c'est plus de rentrée de recettes fiscales. On le finance en répondant aux besoins d'embauche des entreprises à travers, par exemple, la formation professionnelle. C'est la première fois qu'on formera des gens qui sont éloignés de l'emploi sous ce quinquennat. Autrefois, la formation professionnelle était réservée à ceux qui étaient déjà dans l'emploi. Alors, s'il y a des résultats, en tout cas, les Gilets jaunes, on n'a jamais eu un niveau de chômage aussi bas que c'est... Si les représentants des Gilets jaunes sur ce plateau n'ont pas le sentiment de vivre mieux, alors est-ce que c'est un problème de sentiment ou c'est un problème de réalité ? Moi, je constate quand même qu'il y a beaucoup moins de monde dans la rue, que ces femmes, les femmes, puisqu'on parle de... Qui était dans le documentaire on parle auparavant. De ce documentaire. Beaucoup de femmes se sont retirées de ce mouvement qu'elles ont trouvé très violent et se sont engagées, comme Ingrid Levasseur, dans ce que la société, notre démocratie permet, c'est-à-dire l'engagement politique, parce que à ce moment-là, transformez vos idées, présentez-vous, engagez-vous, soumettez-vous au suffrage universel, parce que ça, ce sont les règles de la démocratie. Mais c'est effectivement beaucoup plus risqué. Mais dans la rue, c'est madame. effectivement beaucoup plus risqué que d'aller casser dans la rue. On est engagé dans la rue. Non, c'est pas de l'engagement dans la rue. Et puis quand vous dites qu'il y a moins de monde et qu'il y en a qui se sont... Que vous vous engagez pour attirer l'attention sur vous, quand vous dites qu'il y en a qui se sont retirés, parlons encore de là. C'est la répression. Monsieur Macron, il n'a agi que par la répression. Vous voulez voir toutes les vidéos. Ne me dites pas que vous ne voyez pas. Je sais compter, les médias nationaux, les médias d'info ne il y a le moins de montrent gens pas. dans la rue, vous ne pouvez pas lier, il y a moins de gens sur les ronds-points. C'est une véritable honte. Et il y a un engagement qui est de certains gilets jaunes qui est différent. Les ordres qu'il donne à M. Castaner. On va revenir sur la problématique de la violence, particulièrement sur le cas de Bordeaux. Avant de parler avec vous, Christian Baume, des commerçants, Éric Maroc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la police après tous ces dérapages qu'il y a eu, tous ces blessés de part et d'autre? Qu'est-ce qui a changé dans les méthodes de maintien de l'ordre, concrètement, un an après? Aujourd'hui, il y a des états généraux du maintien de l'ordre qui sont en cours. Il faut s'adapter, comme je vous l'ai dit, face à la désorganisation, face effectivement aux blessés des deux côtés. Je regrette et j'ai une pensée pour les blessés lourds du côté des Gilets jaunes qui ont été blessés gravement. Notamment un jeune homme qui a eu la main droite arrachée début décembre sur une manifestation à fait, Bordeaux. Place Péberlin. Oui, et après voilà, est-ce que ce jeune homme Gilet jaune a pu ignorer les sommations de la police? Est-ce qu'il a voulu... Enfin vous, ça vous a questionné quand même, tous ces débordements de violence et la gestion de cette situation en tant que syndicaliste? Bien entendu, puisqu'il s'agit de la sécurité de nos collègues, tous les samedis, à Bordeaux en tout cas. Il fallait voir dans quel état d'esprit ils partaient. Ils partaient à la guerre. On a plus de 100 fonctionnaires blessés. Et je disais à monsieur tout à l'heure, des boules de pétanque lancées dans les chevilles, de l'acide au visage, des dizaines et des dizaines d'écrous reçus à longueur de journée. Et les policiers en eux-mêmes, aujourd'hui, comment vont-ils comment la profession se porte? La profession va mal, parce que les policiers, depuis 2015, ils sont surexposés, suremployés. Après la vague d'attentats terribles, après la loi El Khomri, vous en avez parlé tout à l'heure, les 45 samedis des Gilets jaunes, nos policiers sont éreintés, puisque en plus on a fait le G7 dans la région au mois d'août, à Biarritz, oui. À Biarritz, et au mois de juin on va repartir sur les chefs d'État africains à Bordeaux. On est surexploité, surmobilisé, on n'en peut plus. L'état des fonctionnaires de police, c'est une vraie poudrière, c'est une cocotte minute qui bout. On alerte, on négocie avec le gouvernement, et on manifeste aussi dans la rue. Pour preuve, le 2 octobre, monsieur, le 27 000 policiers étaient dans la rue, il n'y a pas eu un débordement, rien de cassé, et on a même quelques gilets jaunes qui sont venus nous provoquer. Et quand les pompiers étaient dans la rue, ça aussi c'est une... Alors, vous vous rendez compte, on ne parlait pas de gilets jaunes. Hein. Je voudrais poser une question à Christian Baume, qui représente les commerçants de la ronde du quartier ici, du centre-ville de Bordeaux. Aujourd'hui, est-ce que ces commerçants vont bien après ces mois de galère? C'est maintenant qu'on va faire les comptes. Il y a eu des fonds d'aide, des fonds de soutien.
qui ont permis à certains de sortir la tête hors de l'eau. Ils ont reçu l'argent promis. Je vous rappelle que oui, la métropole avait créé un fonds sous l'inspiration d'Alain Juppé. La Chambre de commerce et la Chambre de métier avaient abondé ce fonds. Il a été distribué à 100%. Il y a un fonds qui a été fait par la région, qui a été extrêmement prudente vu la taille de la région. Par contre, là, il n'y a pas... Tout n'a pas été distribué, et loin s'en faut. Donc aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont ces commerçants? Est-ce qu'ils vont mal? Mais ils vont toujours mal. Ça n'a fait que les maintenir la tête hors de l'eau, parce que ceux qui ont été aidés étaient vraiment très mal, forcément. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans la ville de Bordeaux, il y a le samedi de 30 à 40% de fréquentation en moins. Alors on dirait qu'il y a toujours beaucoup de monde. Mais encore, parce que le samedi, on reste sur l'idée que tout est possible et que toutes les violences peuvent arriver. Il n'y a plus de violence, mais il y a tous les samedis des manifestants, rue Sainte-Catherine, la rue la plus commerçante de la ville, celle qui attire le plus de la région. Quelle est la réponse des autorités face à cette situation que vous dénoncez? Il n'y a pas de réponse, parce que c'est, si vous voulez, créer de la violence pour protéger, pour empêcher, c'est, j'allais dire, mettre en place un système pour empêcher les manifestations, c'est générer de la violence. Donc on va dire c'est la faute des policiers, c'est de la violence policière. Je suis désolé, les plus violents de ce que j'ai vu devant mon magasin, ce que j'ai vu, des actes de guerre civile qui étaient menés par les manifestants. Les policiers répondaient. Là-dessus, sur le sujet, si autant je peux partager un certain nombre de sujets, et nous pouvons partager un certain nombre de sujets avec les Gilets jaunes, nous ne pouvons pas partager cette violence qui a été déversée sur la ville, sur des commerces qui n'ont rien à voir avec un quelconque mouvement politique. Alors, si vous voulez, on peut prendre des exemples. Toutes les banques françaises ont été détruites. Je précise bien françaises et européennes. Parce que les autres, si vous regardez bien, si vous faites le compte pour Victor Hugo, il y en a 2 qui n'ont pas été cassés. On se posera encore la question. Néanmoins, on peut parler... C'est un problème de société. Je pense que tout ce que nos gouvernants n'ont jamais pu voir arriver, c'est l'ubérisation de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le reflet de tout maintenant, tout de suite. L'action du politique, c'est de construire l'avenir, de gérer tous les jours, mais de construire l'avenir. Une loi de finances, 2 ans de travail. On est d'accord? Donc c'est pas tout de suite maintenant qu'on peut l'avoir. C'est là où est la dichotomie du monde, mais du monde entier. Oui. C'est-à-dire que la société, à travers les réseaux sociaux, c'est tout maintenant, tout de suite. François Dubé, qu'est-ce qui a changé en France, selon vous, avec ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de transformation des colères en politique, finalement? Non, mais moi, je rejoindrai ce qu'a dit Michel Baraka. Michel Baraka, ouais. C'est que c'est un changement. On est, nous en France, mais partout dans les pays comparables, on est dans un changement considérable. On a vécu, pour dire les choses simplement, pendant un siècle dans des sociétés industrielles et des sociétés qui se vivaient comme nationalement homogènes, pour dire les choses de manière très très grossière. C'était comme ça qu'on se voyait, c'est comme ça qu'on était organisé. La droite, c'était les bourgeois, les cathos, les conservateurs, les paysans. La gauche, c'était les ouvriers, les profs, etc. etc. C'est comme ça que ça marchait. Bon, ce monde-là a complètement explosé. La classe ouvrière, elle n'est plus ce qu'elle était. Les classes moyennes, par exemple, aujourd'hui, les employés qui étaient au-dessus des ouvriers sont plutôt plus mal payés que les ouvriers et subissent des conditions de travail plutôt moins bonnes que les ouvriers. Les territoires se contrastent très fortement entre ceux qui se développent et ceux qui se développent moins. Même si je voudrais dire qu'il y a plus de pauvres dans Bordeaux qu'il n'y a de pauvres dans les territoires pauvres autour de Bordeaux. La pauvreté est plus élevée à Bordeaux qu'en Gironde. Si je peux me permettre, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Mais ce monde a changé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les tensions, toutes les angoisses, toutes les colères, toutes les paranoïas, il faut bien dire un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire on imagine des complots, on imagine des choses comme ça. Tout ça n'a plus d'espace politique institutionnel. Donc on est dans des tensions sociales très fortes, parce qu'on bascule vers un autre type de société, et ça ressemble aux années 1890, de ce point de vue-là, où il faut rappeler qu'on votait Boulanger, et tout le monde n'était pas à la CGT. Voilà. On bascule dans ce monde-là, et donc c'est un enjeu considérable que de dire
quelle forme vont prendre ça. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait à la fois une demande et une certaine faiblesse politique. Moi, je me rappelle du mouvement des Gilets jaunes, pardonnez-moi, désinguant tous les leaders qui arrivaient, qui n'étaient pas légitimes, parce qu'il n'y a que moi qui suis capable de parler de moi, etc., etc., ce que vous évoquez avec le tout de suite. Alors, un mot, Franck Tiberghien. A le droit de parler, c'est pas moi qui parle. D'accord, mais un mouvement de centaines de milliers de personnes, qui a une centaine de milliers de leaders, vous comprendrez. Je ne suis pas hostile aux Gilets jaunes, à certaines difficultés à discuter. Non, mais il n'y a pas de leader. Le principe, c'est que chacun ait droit à la parole, et c'est pour ça que la principale revendication, effectivement, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui a été balayé. Dans cette troisième partie d'émission, je voudrais qu'on s'intéresse au mouvement maintenant. Le fait, Franck Tiberghien, qu'il n'y ait pas eu de choix de représentants, ça a été revendiqué de ne pas avoir de représentants Gilets jaunes, est-ce que ça a été une erreur ? Non, pas du tout. C'est pas du tout une erreur. Parce que qui vous représente aujourd'hui ? C'est pas du tout une erreur. Je reviens sur ce principe. C'est pas le fait qu'il y ait une personne qui parle pour tout le monde. Et puis que non plus que c'est pas que chaque personne décide dans son coin. C'est que chaque personne ait la possibilité de donner son avis. On a insisté sur ce fait de référendum d'initiative citoyenne. Le fameux RIC qui était au cœur des problématiques. Monsieur Macron, il n'en veut pas parce qu'il ne veut pas donner la parole à la population. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un petit message qui est une toute petite victoire, mais donc il y a le RIP pour les aéroports de Paris qui a été lancé. C'est un site qui a été monté par le gouvernement. J'en profite pour dire qu'il faudrait quand même que le gouvernement s'attache à ce que ce fameux RIP pour les aéroports de Paris soit plus dans les médias pour que tout le monde soit au courant. On va revenir chez nous. Je voudrais la réaction de Yohan Letellier, Gilets jaunes aussi à Angoulême. Est-ce que vous avez aujourd'hui raison d'y croire un an après, au vu des rangs des manifestations très clairsemées et d'un problème de représentation ? En fait, raison d'y croire, il suffit simplement de voir le reportage. Est-ce que vous pensez que la dame dont j'ai oublié le prénom, qui ramasse dans les conteneurs des invendus, etc., est-ce que vous croyez que cette personne-là vit mieux ? Est-ce que vous pensez que cette personne-là doit rentrer chez elle et arrêter ? Non, il faut continuer de lutter pour sa propre survie, j'ai envie de vous dire. Comment je pense que les choses se mettent en place ? Je pense que vous connaissez les appels qui sont lancés aussi bien ici sur la région, mais partout en France. Il faut répondre à son appel. Si à un moment donné, on se sent concerné par ce qu'évoquent les Gilets jaunes, eh bien, il faut les accompagner et aller voir sur place ce qui se dit. Vous rêvez d'une convergence des luttes, quoi, en fait. Eh bien, de toute façon, la convergence des luttes, elle est forcément nécessaire. Pourquoi ? Parce que il y a un problème en France. Il y a un problème concret qui est là, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas entendus par le gouvernement qui est en place actuellement, mais ça date certainement d'avant. Je suis même convaincu que ça date d'avant. Mais ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas pris en considération. On nous parle de mesurettes, on nous parle d'enfumage, de débat. Moi, personnellement, le débat, je ne l'ai pas vu. Tous ceux qui ont pu plus ou moins participer à ce grand débat, il n'y a rien qui en est ressorti, en tout cas, de concret. Je voudrais poser la question à Michel Baraka. Est-ce que vous dites chiche ? Est-ce qu'un rapprochement avec les Gilets jaunes, la CGT dit oui, si les Gilets jaunes le veulent ? De toute manière, historiquement, aucune grande conquête sociale ne s'est faite sans l'unité. À l'interne de toutes les organisations syndicales ou avec tous ceux qui souhaitent y participer. Si on regarde 1936, si on regarde 1968, pour reprendre des grandes dates qui font référence, si on regarde le lendemain de la Libération, tout s'est toujours construit dans l'unité à partir de l'aspiration et de réponse à ces aspirations sociales. Quand il n'y a pas réponse aux aspirations sociales, il y a conflit. Et ce qui conduit aujourd'hui à la difficulté, parce que j'entends bien, on dit 12 milliards par-ci, mais c'est d'où viennent ces 12 milliards ? Qui est-ce qui les paye ? C'est sur la base d'autres couches
salariés qu'on appelle les classes moyennes supérieures. Aujourd'hui, la cause principale des difficultés, c'est la confrontation entre capital et travail. Un travail de plus en plus éclaté, qui génère de plus en plus de souffrance au travail, qui génère de plus en plus de pauvreté, et un capital qui est de plus en plus impersonnel, qu'on ne connaît plus. Avant, on parlait des sans-famille. Maintenant, on est, comme le dit Edgar Morin, dans le monde glacé du profit, de la recherche du profit à tout prix. Je voudrais faire réagir à ce que vous dites. Dominique David. Quand on parle de situation, Finissez, oui. Attendez, quand on parle de situation ailleurs, regardez ce qui se passe au Chili. Parce qu'en fait, la question fondamentale, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, eh bien, la perspective, il y en a une. C'est celle des luttes pour le maintien du droit à la retraite pour tous. Alors, sur la base de chacun paye selon ses besoins, selon ses moyens, selon ses besoins. On sent et quand je même, pense Dominique que la David, perspective du 5 décembre en est une Michel bon Baraka. exemple. 5 décembre, donc d'une manifestation à l'appel notamment des syndicats, syndicats cheminots. Alors, je pose la question à Dominique David. On sent qu'il y a quand même un rejet de l'appareil d'État aujourd'hui, même de l'appareil syndical. Hein. Comment y répondre, vous, la femme politique ? Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut qu'on continue dans ce qui a été esquissé, à savoir faire évoluer notre démocratie vers quelque chose de plus participatif, de plus délibératif. Mais je ne pense pas, contrairement à vous, que ça passe par le RIC. Parce que ce qu'il nous faudra partager, ce à quoi il faut associer les citoyens, c'est à la complexité de la décision. Moi, je n'étais pas députée avant. Je suis députée, j'ai été élue pour la première fois en 2017. Eh bien, je peux vous dire que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, quand je dois prendre une décision, d'écouter l'ensemble des personnes qui sont impactées par cette décision et au bout du compte, de prendre la moins mauvaise des décisions, que d'être dans mon fauteuil à dire avec mon émotion, mon vécu et ma charge, donc sans travail, sans étudier les sujets, de prendre une décision qui est juste sur le coup de l'émotion, j'en ai marre, je suis contre ça, etc. Ça, c'est pas la démocratie, ça, c'est éventuellement une forme de dictature. Donc, je suis contre le RIC. En revanche, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. En revanche, je trouve que des initiatives comme le Conseil citoyen, qui a permis d'associer par tirage au sort des citoyens à une décision autour des mesures environnementales, en leur faisant prendre la mesure de l'ensemble de ces problématiques-là et de toutes les personnes que ça pouvait impacter, eh bien ça, c'est une bonne façon d'associer les gens. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en étaient très satisfaits. Franck Tiberghien, en quelques mots, quelle est aujourd'hui votre attente prioritaire ? Un an après le début du mouvement, qu'est-ce que vous attendez en priorité aujourd'hui comme mesure, comme décision, par exemple ? Comme décision ? Oui. Qu'est-ce que vous attendez ? La principale chose, c'est qu'on attend surtout, et c'est pour ça qu'on est encore là, on attend que M. Macron descende de son piédestal avec tout son gouvernement et tous ses députés, qu'il comprenne ce qu'on veut et qu'il soit un petit peu à l'écoute. Ça, vous voulez plus d'écoute. Vous voulez plus d'écoute aujourd'hui. À l'écoute des citoyens. Christian Baulme, patron, représentant des commerçants du centre de Bordeaux. Votre priorité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la même d'ailleurs dans toutes les métropoles de France, hein, puisqu'on s'est réunis en une association en France pour faire pression sur le gouvernement, justement, pour être entendu. Nous, on s'est réunis, 3 seuls messages, pour que le gouvernement nous entende. On a cette envie, ensemble, d'avoir cette action du gouvernement pour que cessent ces manifestations, car nous ne pouvons pas passer une deuxième période de Noël aussi éreintante que celle de l'année dernière, qui a lessivé nos entreprises en termes de trésorerie, et maintenant, on va commencer à voir de plus en plus de commerces qui changent de main. On a bien compris vos messages. De plus en plus vite. Il faut que ça s'arrête, ça s'organise, et ça, c'est la priorité des priorités. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission qui arrive déjà à sa fin. Une émission à retrouver sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.